Bonjour à tous, bonjour Sophie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Marion, avec plaisir. Alors aujourd'hui, dans ce webinaire, on va parler d'engagement et de motivation au changement en consultation diététique. On sait que c'est pas toujours évident pour nous diététiciens de garder nos patients motivés sur le long terme, de les engager dans leur suivi. Et pourtant, comme dans tout apprentissage, une des clés de la réussite d'un suivi diététique, c'est on le sait, de développer et de maintenir cette motivation chez son patient. Donc moi, je suis Marion Baudin, diététicienne et fondatrice de Mon Suivi Diète, un logiciel de suivi nutritionnel pour les diététiciens. Et donc aujourd'hui, pour vous parler plus spécifiquement d'éducation thérapeutique et d'engagement du patient dans son suivi, je reçois Sophie Guillot, qui est diététicienne également, mais aussi coach certifié en psychologie positive et chargée d'éducation thérapeutique. Donc Sophie, est-ce que déjà tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu en quelques mots ton parcours? Oui, donc comme tu viens de dire, je suis diététicienne et certifiée en psychologie positive. Donc mon parcours, j'ai fait des études, en fait, j'ai poursuivi après le BTS diète en santé publique. Donc j'ai fait un master en santé publique orienté éducation et promotion de la santé. Voilà, ce qui m'a permis d'avoir cette casquette ETP, éducation, promotion, prévention. Suite à ça, j'ai travaillé donc dans des associations autour de ces thèmes-là, des projets avec différents publics, des interventions de groupe. Voilà, on était plutôt là-dessus. Je suis aussi partie à l'étranger. J'ai fait un peu de formation pour des professionnels, de l'éducation nutritionnelle pour des enfants. Voilà un petit peu rapidement le parcours professionnel. Et suite à toutes ces expériences, j'ai voulu tester le libéral et l'individuel parce qu'en fait jusque-là j'étais surtout sur du collectif, mais pour ça j'avais eu une envie et un besoin de me former autour de la psychologie, donc c'est pour ça que je suis allée dans cette formation de psychologie positive, parce que je crois qu'on fait tous et toutes le constat qu'en BTS diète on n'a pas beaucoup de notions sur ça et que c'est intéressant de se former un petit peu plus là-dessus pour les suivis patients. Voilà un petit peu pour ma présentation. Donc aujourd'hui, je suis installée en libéral. Je fais donc des suivis diététiques, des coachs de psychopositive. J'ai travaillé à l'UTEP de La Rochelle pendant 3 ans sur des projets. Donc l'UTEP, c'est une unité transversale d'éducation du patient. Donc sur des projets de TP, à accompagner des services à monter des projets de TP. Et en parallèle de tout ça, j'ai aussi monté mon organisme de formation Global Santé Formation, donc qui délivre des formations autour des thèmes de la psychopositive, de la posture éducative, voilà. Merci pour cette présentation. Donc nous, on va voir ensemble aujourd'hui comment optimiser l'engagement de nos patients en consultation. C'est le thème du jour. Et Ouais. ensemble, on a commencé par définir en fait 3 axes de travail qui nous semblent essentiels pour développer cette motivation et surtout la maintenir sur le long terme. Donc Sophie, selon toi, comment est-ce qu'on peut favoriser l'engagement du patient dans son suivi? Quelle stratégie en fait on peut mettre en place en consultation pour aider son patient à rester dans cette dynamique de changement et puis à poursuivre ses consultations jusqu'à ce qu'il se sente bien, suffisamment bien avec son alimentation. Mmh. Bon, alors déjà, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que c'est un vrai challenge pour tout le monde, pour le professionnel et pour le patient. La question de la motivation et dans le domaine médical, c'est un vrai sujet. Donc on vient questionner des choses profondes chez les personnes, et il y a tout plein de choses à savoir sur le cycle d'engagement, sur les changements de comportement. C'est vrai que là, on va vous proposer 3 axes, mais bon, on peut évidemment aller beaucoup plus loin. Ça va être des choses assez pratico-pratiques pour essayer de maintenir la motivation. Mais voilà, il y a des choses théoriques aussi qu'on peut aller creuser. Donc notamment, moi, ce que j'aime bien évoquer, c'est le modèle de changement de comportement de Prochaska. Donc c'est à la base un modèle qui a été étudié plutôt sur les changements de comportement dans les addictions et les dépendances. Donc ceci dit, il est transposé facilement en santé et
en prévention, promotion de la santé sur les changements de comportement généraux en santé. Donc, pour l'alimentation, ça s'y prête bien. Voilà, je vous invite à aller regarder un petit peu ce que ça dit, mais en gros, c'est est-ce que le patient est dans une phase où il a conscience ou pas déjà qu'il y a un problème, est-ce qu'il est prêt et à quel niveau est-il prêt pour que nous, on puisse adapter notre comportement à ce patient, en fait. Donc déjà, il y a une difficulté, c'est de savoir où se situe le patient. Donc voilà, il faut aller creuser un petit peu. Mais ceci dit, ce qu'on veut faire aujourd'hui, vraiment, c'est d'essayer d'adopter quelques, enfin, de vous montrer comment on peut adopter quelques méthodes pour assez systématiques pour nous aider, nous, en tant que diète, à amener le patient vers là où il a envie d'aller, hein, cheminer vers son objectif. À savoir aussi, évidemment, qu'il n'y a pas de méthode idéale, qu'il n'y en a pas une parfaite pour nous et de la même manière qu'il y a de multiples patients, il y a aussi de multiples diètes et donc de multiples manières de faire et selon avec quoi on est à l'aise, évidemment, on va choisir un peu notre option. Donc, comment on a décidé toutes les deux de vous proposer comme ça des axes. Donc, c'est 3 points. Ça va être d'abord définir un schéma thérapeutique dès le départ avec le patient, définir des objectifs. Deuxième point, définir des objectifs thérapeutiques à chaque consultation. Et troisième point, valoriser le patient et ses changements. Voilà, c'est vraiment les trois stratégies un petit peu méthodologiques qu'on vous propose aujourd'hui. Et donc, si on commence par définir un schéma thérapeutique, qu'est-ce que définir un schéma thérapeutique? Qu'est-ce que ça signifie concrètement en consultation? Alors, pour définir un schéma thérapeutique, bon, chacun, pareil, a sa manière de le faire, mais ça va être pendant la séance de bilan, donc la première séance, la première consultation avec le patient. Bon, déjà, on recueille beaucoup d'informations. On est dans l'écoute active, hein, évidemment, à ce moment-là, avec le patient. Et il nous donne plein d'informations qu'il faut, nous, qu'on engrange. Alors, chacun a sa manière de le faire, hein. Il y en a qui préparent tout de suite une synthèse en même temps que le patient parle, d'autres qui font ça un peu plus tard. Voilà, ça, c'est chacun sa méthode. Mais ceci dit, quand le patient nous amène comme ça plein d'informations, on peut déjà avoir un petit peu les axes à travailler, on peut sentir un petit peu sa demande et c'est là où c'est à nous, dans notre petite tête, à essayer de commencer à faire des liens et à voir est-ce qu'on peut définir une demande générale et des axes à travailler pour répondre à cette demande générale, qui va être l'objectif du patient, de pourquoi il est là en fait, hein. Donc c'est ça le schéma thérapeutique, ça va être de bien comprendre ce patient avec tout ce qui nous amène comme information et de nous faire une petite synthèse en visant bien la demande globale et, à mon avis, en tant que thérapeute, qu'est-ce qu'on va pouvoir emprunter comme chemin pour y arriver. Voilà. Donc ça nécessite évidemment de vraiment être dans une écoute active, dans une interaction tout de suite, d'être dans la curiosité, d'aller creuser un petit peu. Et c'est là aussi qu'on installe en fait l'alliance thérapeutique, hein, parce que si on est sur un questionnaire type qu'on déroule comme ça de manière assez automatique, ben ça s'installe beaucoup moins en fait, cette alliance thérapeutique. Donc plus on est dans l'échange tout de suite, mieux ça marche. Et le patient va sentir que on est investi déjà dans sa prise en charge dès le début, quoi. Donc ça c'est aussi quelque chose qui va motiver le patient forcément. S'il se sent écouté dès la première séance et qu'il sent qu'on a compris sa demande et qu'on a bien saisi là où il a envie d'aller et qu'on lui propose d'ores et déjà dès la première séance un chemin. Alors évidemment, on lui dit que nous on propose ça. Déjà, est-ce que ça lui parle? Est-ce que c'est des sujets qu'il aimerait aborder? Et évidemment, voilà, on échange là-dessus. Et puis ensuite, on lui explique que on décide ça maintenant. Évidemment, au fil des séances, le chemin peut être un petit peu
petit peu sinueux et Mmh. changer de trajectoire, pourquoi pas. Mais voilà, le dessiner le schéma thérapeutique, c'est donc dès la première séance, essayer vraiment de synthétiser la demande du patient et les axes qu'on va emprunter pour répondre à OK. cette demande. Et concrètement, toi, sur ton document de recueil de données en première consultation, est-ce que tu te fais, un endroit où tu vas noter ces axes, avec, enfin, sur lesquels tu vas travailler avec ton patient? Oui, Tu fais ça tout à pendant la fait. consultation? Complètement. Alors déjà pour recueillir la demande, bon, il y a l'écoute et l'échange, mais je demande aussi très clairement dès le départ, quel est le motif de votre venue au cabinet. Mmh. Donc ça, c'est un endroit où moi, c'est écrit, motif de consultation et ça, c'est très clair. Mmh. Et ensuite, vraiment plus vers la fin du bilan où là, je reformule, son objectif d'une manière un peu différente selon ce qu'il m'a dit et j'ai un endroit, moi, dans mon logiciel, effectivement, où je note cette synthèse-là et les axes que je pense emprunter avec ce patient pour avancer. Ouais. OK. Mais tu parlais, tu disais que c'était important de laisser la conversation, fluide et c'est vrai que sur mon Mhm. suivi diète, il y a quelque temps, on nous a demandé d'ajouter la fonctionnalité de pouvoir faire ces dossiers patients sur le logiciel et en fait, on s'est beaucoup questionné autour de ça. Est-ce qu'on propose un questionnaire type où les gens vont compléter leurs données? Bien sûr, ça a vite été mis de côté parce Mm. qu'on se rend compte qu'en plus, en fonction du type de patient qu'on rencontre, la façon dont on a de mener sa consultation, c'est hyper important en fait de se faire une trame de consultation hyper personnalisée. Donc là, le Mhm. modèle que nous on a choisi, c'est en fait on se construit son document avec vraiment des champs Mm, et les données qu'on souhaite recueillir, à quel moment, se faire des petites cases justement pour mm. définir les axes de travail, les Ouais. documents remis en consultation, enfin vraiment se faire un doc sur mesure pour avoir les infos bien organisées bien sûr, mais que ça colle à notre consultation et que ça bloque pas en fait, et que Mm. ça se transforme pas en interrogatoire pendant la première consultation. Tu le disais pour Mhm. l'alliance thérapeutique, c'est hyper important, quoi. Tout à fait, ouais, non, mais ça, c'est top parce que plus on a une trame adaptée à nous et à comment est-ce qu'on a envie de dérouler notre bilan et mieux on va réussir aussi à faire cette synthèse dans notre tête. Oui, c'est ça. Parce que si on est guidé par des choses qui nous parlent moins au niveau de nos connexions dans le cerveau, enfin voilà, hein, c'est plutôt chacun comment chacun voit euh, euh, l'interaction et comment chacun voit les choses. C'est vrai que si on arrive à faire un document qui nous ressemble, bah forcément, on va beaucoup plus facilement aboutir à ce schéma thérapeutique. Donc c'est super de pouvoir faire ça sur mesure en fait sur mon suivi diète. Ouais. Mm. Et alors concrètement, comment tu clôtures la première consultation, ce bilan justement? Est-ce que tu le partages? Est-ce que tu partages un bilan directement avec ton patient, par exemple? Est-ce que tu mets en place, je sais pas, un calendrier de consultation, des objectifs en fin de chaque consultation? Alors oui, enfin en partie. Déjà, ça dépend des patients, hein. Ça, Ouais. c'est Oui, toujours c'est pareil. c'est vrai que c'est En tout important cas, de le patient, il rappeler, repart souvent avec un document, c'est la plupart du temps vrai, un document qui lui est personnalisé, selon pourquoi il est venu, hein, mais pas toujours, hein. La semaine dernière encore, j'ai reçu une patiente qui était, dans une phase où, elle venait parce que elle avait vu sa prise de sang avec une glycémie très élevée. Elle s'est dit bon, bah là, il faut que j'aille voir une diète. C'est dangereux pour moi, mais ceci dit, elle est arrivée en me disant par contre, moi, là, je vous dis, je suis pas prête à changer des choses. Mmh. Bon, bah là-dessus, ok, c'est dit. Mmh. On peut pas partir sur un document trop précis pour cette personne avec des objectifs qu'elle va pas pouvoir suivre. Donc, il faut se méfier avec la remise de documents si c'est pour que la personne le jette à la poubelle ou pire, ça la freine dans la prise en charge. Donc là, bah, ça dépend vraiment du patient. Mais la plupart du temps, je pense qu'on a tous fait le constat qu'eux aussi, ils viennent pour avoir un soutien, un cadre, et donc bah, la remise de documents personnalisés, elle est intéressante, que ce soit sur l'équilibre alimentaire, sur moi, alors je travaille beaucoup aussi sur la gestion des émotions. Mmh. Ça vient pas forcément au bilan, mais plus tard, ça peut venir sur l'activité physique. Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut remettre. Et pour ce qui est du calendrier, donc moi j'annonce toujours la couleur, hein, c'est que
j'explique que en fonction du schéma thérapeutique défini, à peu près combien de fois on va se voir et à quelle fréquence. Moi, en tout cas, je fais, c'est une consulte une fois par mois, mais je demande toujours au patient si ça lui convient, évidemment. Et il y en a qui ont besoin qu'on se voit plus rapprochés, d'autres un peu plus espacés. Ça, c'est vraiment une question d'adaptation en fonction de chaque patient, quoi. Et puis, c'est sûr qu'après, si on le sent autonome, aussi dans le calendrier qu'on avait prévu et qu'en fait, il est autonome beaucoup plus tôt que ce qu'on pense, il faut aussi pouvoir lui dire bon là, je pense que vous êtes OK, vous avez plus besoin maintenant aujourd'hui d'un suivi, donc on va arrêter les consultations maintenant. Comment vous le sentez? Enfin voilà, évidemment, on pose toujours la question parce qu'il y en a qui disent oui, je sais, mais là, moi, j'ai encore besoin. Bon OK, donc on continue à se voir. Ceci dit, là, ce schéma thérapeutique, il est terminé. C'est plus dans le maintien en fait. Donc quand on voit le cycle de Prochaska, on voit bien qu'il y a une période de maintien. Donc le patient à ce moment-là, il est là. Donc il a besoin de soutien et venir en consulte, c'est un soutien en fait. Ouais. Et c'est important de rappeler, comme tu disais, qu'il n'y a pas en fait un mode opératoire unique de prise en charge qui serait identique pour chaque patient. C'est important d'être hyper flexible en fait avec ça. Et nous, on vous donne des axes, mais il n'y a pas une stratégie d'éducation thérapeutique qui pourrait s'appliquer de façon mécanique avec chaque patient. C'est important d'en avoir conscience, quoi. Et alors, tu disais tout à l'heure que ta patiente, tu prenais cet exemple de ta patiente qui est arrivée en disant moi, je vous préviens, je vais rien changer. Mais c'est vrai qu'on a des patients qui prennent des rendez-vous, alors pour des motifs déjà différents, des motivations différentes. Il y en a qui sont envoyés par leur médecin, d'autres par leur famille. Des fois, c'est pour des problèmes de santé. Des fois, c'est un rapport au corps difficile. Ça peut être le regard des autres qui est pesant aussi. Donc, on voit bien que des fois, il y a des motivations finalement extérieures. Des fois, c'est des motivations plutôt intérieures. Mais comment est-ce que tu procèdes? Est-ce que tu as des clés à nous donner là pour définir justement les motivations principales du patient? Tu disais il faut creuser ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour creuser ça? Et est-ce que c'est un travail que tu fais directement en première consultation? Oui, ça c'est clair que c'est hyper important à aborder la première consulte. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, demander très concrètement pourquoi vous êtes ici. Déjà ça, c'est quand même une question alors assez directe, c'est clair, hein, mais en fait qui nous est très utile pour savoir la motivation du patient justement. Et ce qui est important après, c'est qu'au fil du bilan, de pouvoir reformuler en fait cette demande. Donc, on peut par exemple reformuler si je comprends bien, vous avez besoin d'un soutien, vous êtes ici parce que vous avez besoin d'éclairage pour y voir plus clair sur l'équilibre alimentaire. Tout simplement. Ou alors, alors là, je vous écoute depuis tout à l'heure. Si je comprends, vous êtes ici parce que vous sentez quelque chose cloche avec votre perception du corps, et votre alimentation. Voilà, de reformuler ça avec nos mots à nous de diététiciens, diététiciennes, ça fait que déjà il se sent compris. Le patient se sent compris, et puis nous, ça nous permet de voir si on a visé juste dans la demande. Et donc, plus on arrive à être vraiment en phase, et forcément, plus le patient est motivé parce qu'il sent que il est là et c'est pas pour rien et il se sent vraiment écouté et compris, donc il sait qu'il va avancer. Et là, ça y est, on enclenche cette dynamique de motivation. Et c'est important de rester sur de pas anticiper. Enfin, je reprends l'exemple, mais c'est intéressant de ta patiente qui vient te voir en disant je suis pas prête à changer. C'est important de pas lui définir des objectifs ou de pas parler d'une motivation qu'en fait qui n'est pas encore là peut-être, mais et finalement, c'est sûr que ce genre de patients, bon, c'est les plus durs, hein, parce qu'ils sont là, mais et nous on arrive et ils vont à l'envers de ce vers quoi on va d'habitude avec notre patient. Donc, ils croient ça. Ceci dit, ils sont là, donc c'est pas non plus pour rien. Et souvent, faut creuser ça justement et de se dire bon, mais qu'est-ce qui vous a fait venir? Et d'accord, c'est par exemple une glycémie très élevée, mais du coup,
quoi? Et Mmh. alors cette glycémie élevée? Et donc là vient bah oui, c'est pour ma santé, je m'inquiète, j'ai des Mmh. petits-enfants, du coup je voudrais pas non plus, partir trop vite parce que voilà, c'est une personne, proche de la soixantaine, enfin donc là on creuse et on voit aussi d'autres motivations que purement la santé. Il y a besoin d'être, proche de sa famille et de pas louper des moments avec eux. Enfin, Mmh. bon voilà, on creuse et là on trouve, d'autres choses Mmh. qui sont extrinsèques pour le coup, hein. C'est la motivation, extrinsèque là qui était claire pour cette patiente. Parce qu'elle avait clairement pas envie, ça lui plaisait pas forcément de prendre soin de son alimentation et de sa santé d'une manière générale. Mmh. Ceci dit, en creusant, il y avait un aspect psychologique hyper important et donc oui, c'était très important qu'elle prenne soin d'elle. Mmh. Hem, mais dès le départ, c'était plutôt que des motivations, extrinsèques, c'est-à-dire, qui viennent de l'extérieur. Mon médecin, ma prise de sang, c'est un papier, ça me dit que je suis en mauvaise santé. Hem, Soit à l'intérieur, mais qui, qui est en lien avec une notion de récompense, de résultat, et cetera. Tout ça, c'est des motivations extrinsèques parce qu'en fait, c'est ou de la pression sociale, ça aussi, c'est extrinsèque. La motivation intrinsèque, qui est la plus efficace, hein, en termes de changement de comportement, c'est celle qui est en lien avec vraiment l'action qu'on fait. C'est-à-dire prendre soin de soi, prendre soin de son alimentation, cuisine équilibrée, prendre soin de son corps, et cetera. C'est cette activité-là qui fait plaisir au patient et qui lui fait du bien directement, en fait. Sans parler de conséquences, de résultats, et cetera. Donc voilà la différence entre motivation intrinsèque et extrinsèque. Souvent, quand ils arrivent, ils sont plutôt sur de l'extrinsèque et plus on avance et plus ça leur plaît, en fait, de prendre soin d'eux et donc là, ils rentrent dans une motivation intrinsèque et cette motivation-là, les études montrent que c'est avec celle-là qu'on est le plus efficace en changement de comportement. Ouais. Donc c'est à nous aussi à apporter les choses de manière ludique, de manière plaisante, l'équilibre alimentaire, oui, mais toujours, que ce soit toujours agréable pour le patient, goûtu à son image, enfin voilà et adapté à ses contraintes. Ouais, ce que tu dis, c'est qu'il faut, enfin, c'est important de pas rester sur ce niveau de motivation Mmh, extrinsèque et d'aller mmh, chercher des motivations, propres, aux patients et de voilà, mmh mh. de creuser un peu plus, pour qu'il trouve, des C'est choses ça. importantes pour lui, quoi. Et qui prennent plaisir à prendre soin de lui, ouais. Ouais. Et ça, dans l'activité physique aussi, c'est Mmh. souvent en avançant dans ce truc-là qu'on arrive à trouver cette motivation intrinsèque. Au début, c'est peut-être pas facile et c'est plutôt, pour ma santé, pour, Ouais. gérer mon poids, pour ceci, pour cela et en fait, au fil du temps, bah, les patients s'habituent et finalement, quand ils arrêtent, ça peut leur manquer et ils se rendent compte qu'en fait, c'est un réel plaisir. Mmh. Mmh. OK. Et alors comment, finalement on peut, ben, bien formuler un objectif avec le patient? Déjà, est-ce qu'on fixe un objectif à court terme, à moyen terme? Comment on peut formuler ça avec son patient? Alors, c'est vrai que moi, comment je procède et c'est un peu aussi inspiré de là, pour le coup, ma formation, en psychologie positive qui est largement, inspirée des thérapies cognitives et comportementales, hein. C'est comme on l'a dit dès le début, de définir un grand objectif général de cette, consultation et de ce suivi. C'est l'état vers lequel souhaite aller le patient. Mmh. Et puis ensuite, on définit des objectifs, plus spécifiques et là, ça peut se définir à chaque consultation. On peut déjà avoir dans le schéma thérapeutique des grands axes, mais les axes, c'est pas à proprement parler des objectifs, hein. C'est des thèmes, gestion des émotions, gestion de l'équilibre, remise à l'activité physique. Bon, bah, ça, c'est des grands axes. Ouais. Mais derrière, il faut mettre des objectifs beaucoup plus spécifiques. Remise à l'activité physique, c'est pas un objectif en soi, il faut le définir beaucoup plus précisément. Mmh. Hem, donc on va voir, juste après comment le définir, mais voilà, l'idée c'est ça et donc moi comment je procède, c'est que, à chaque consultation, je définis, 2-3 objectifs qui répondent à la demande, très générale. OK.
Et donc, est-ce que tu peux nous donner tes conseils pour justement bien définir ces objectifs qui soient, donc on a compris qu'il faut qu'ils soient pertinents pour le patient, mais aussi du coup bien formulés pour que ça ait du sens et que ce soit concret finalement pour le patient. Est-ce que d'ailleurs c'est le patient qui formule ses objectifs Oui. parce que tu reformules derrière? Comment est-ce que Ouais. tu procèdes? Ben, en fait, moi, j'essaye de faire ça. C'est vraiment le patient qui formule lui-même en synthétisant. Donc là, on s'est dit ça, 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 ça. À votre avis, là, à la fin de la consultation, on se met quoi en objectif pour le prochain mois? Donc, il y arrive ou il y arrive pas parce que c'est pas forcément facile de se formuler des objectifs. Après, s'il n'arrive pas, ben, on l'y aide, évidemment. On lui propose, on lui dit, ben, si on décrit cet objectif-là, est-ce que c'est OK pour vous? Oui, non, voilà. Et là, si l'alliance thérapeutique est installée, c'est très simple en fait. Et le patient va pouvoir largement dire non, c'est pas tout à fait ça, c'est pas, je suis pas encore prêt, par exemple. Ouais. Donc vraiment d'être dans cet échange, et effectivement si ça vient de lui c'est encore mieux, de reformuler un peu si c'est un peu comme ça, si c'est pas hyper bien formulé, et notamment il y a des critères en fait à connaître pour définir des objectifs thérapeutiques. Déjà il faut que ce soit précis, concret, donc vraiment synthétique, formulé positivement. Et ça, les patients, ils ont souvent du mal, et d'une manière générale, c'est assez compliqué dans notre société de formuler positif quand on a des objectifs. Par exemple, j'ai un exemple tout bête, mais ne pas oublier les féculents à chaque repas. Bon, ça, c'est formulé négativement. Alors, le transformer en consommer des féculents à chaque repas, voilà. Ou un autre, ne plus se peser tous les matins. Ça, le patient va facilement l'identifier parce qu'on en a parlé. Bon, bah, je vais plus me peser tous les matins. Bon, d'accord, mais est-ce qu'on pourrait le reformuler autrement? Se peser seulement une fois par semaine, par exemple. Ouais, donc Parce qu'on sait qu'il va pas arrêter. Si c'est quelqu'un qui se pesait tous les jours, on sait qu'il ou elle ne va pas s'arrêter. Donc, se peser une fois par semaine. Et là, on voit que c'est précis en plus. Ouais. C'est beaucoup plus précis et c'est du concret. Voilà. Et c'est formulé positivement. Voilà, c'est ça. Tu les fais reformuler quand finalement ils ont tourné ça négativement. Tu leur demandes de reformuler ça de façon. Ça, c'est tout bête, mais bon, en thérapie cognitive et comportementale, on apprend vraiment à faire ça pour que ce soit un pas plutôt en avant, quoi, plutôt que de corriger ce qui est en arrière, voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que l'objectif soit motivant, évidemment, donc challengeant pour le patient, mais pas trop non plus pour qu'il reste dans cette motivation. Autre chose, il faut que ça réponde à son objectif général thérapeutique de départ, la demande générale, parce que sinon, on part dans tous les sens et on peut, dans ce cas-là, faire des suivis qui durent des années, si on travaille tout et n'importe quoi. Donc, il faut que ça réponde évidemment à l'objectif général. Il faut que ce soit réaliste selon les caractéristiques du patient et puis son environnement. Si on propose un objectif d'activité physique complètement démesuré par rapport à l'état de santé du patient, on sait très bien que ça va pas marcher. Donc, il faut vraiment que ce soit réaliste. Ou faire du vélo 2 fois dans la semaine. Bah oui, mais en fait, son vélo, il est pas réparé depuis 4 ans et on sait très bien qu'il va pas le réparer tout de suite. Donc, tout bête, mais il faut quand même penser à cet environnement du patient et à ses caractéristiques à lui aussi. Ceux qui ont des douleurs articulaires ou quoi, bon bah voilà, faut aussi adapter tout ça, quoi. Là, je parle en termes d'activité, mais ça peut se transposer aussi à tous les autres objectifs. Donc bien s'adapter au patient et à son environnement. Et puis que ce soit dans le registre comportemental. Donc là, c'est aussi un truc important, pas simple à comprendre, mais en fait, il faut que ça relève d'une action ou d'une conduite. Parce que on peut dire je veux me sentir bien avec mon assiette. Bon, bah d'accord. Et c'est un objectif, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait en fait? Là, on voit bien que c'est du ressenti et pas de choses qu'on va faire. Donc vraiment, que ce soit dans le registre du faire et du comportement, on peut le transformer en disant préparer des assiettes colorées, goûtues, équilibrées. Sans doute que je veux me sentir bien avec mon assiette. Si on est dans le côté faire une assiette colorée, équilibrée, goûtue, ça va répondre à ça en fait, de se sentir bien avec son assiette. Mais on n'est pas sur du ressenti, du être, on est sur du faire. Okay. Ça veut pas dire que les ressentis ne sont pas importants, attention, mais
Mais en tout cas, voilà, c'est pour qu'un objectif soit réalisé, c'est important que ce soit du comportemental. Mmh. Mais c'est vrai que de leur faire formuler comme ça les objectifs en fin de consultation, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on voit aussi ce qu'ils sont, tu le disais tout à l'heure, prêts à mettre en place, qu'ils ont Mmh. retenu aussi des conseils qu'on a pu donner, des axes qu'on a voulu prendre pendant la consultation. Et des fois, on voit qu'on est passé complètement à côté parce qu'ils n'ont pas du tout retenu Mmh. quelque chose qu'on avait suggéré ou qui vont formuler tout un tas d'autres objectifs. Hein, ça Ouais. permet vraiment de faire le point à la fin de la Oui. consultation sur ce que le patient il a vraiment en tête. Ouais. Et ça peut arriver qu'à la fin de la consulte, effectivement, le patient se mette 10 objectifs et Ouais. très haut et tout ça. Donc, il faut bien reprendre ces critères qu'on vient de décrire et se dire, oh là, tranquille, Ouais. ça va pas être réalisable en fait. Donc, on va y aller petit à petit, on va s'en garder pour plus tard des objectifs. Mm. Mais là, concrètement, faut lui mettre aussi le haut là quand il est trop motivé et qu'on sait que du coup, ça va pas marcher. Je veux dire, 10 objectifs en un mois, c'est juste pas possible, quoi. On sait Mm. très bien que ça va pas se réaliser. Bien sûr. Ouais, ouais. Donc, c'est à nous aussi de faire gaffe à ça, même si c'est super et que tant mieux si le patient est motivé. Mais voilà, attention, parce que si derrière, c'est pas réalisé, là, il y aura peut-être un sentiment d'échec et ça peut un petit peu Découragé. Ouais. Ouais. décourager, avoir des effets sur la motivation, mais des effets inverses. Là. Ouais. Et du coup, ça nous amène à notre troisième point, justement, de valoriser les choses qui ont pu mettre en place, les comportements positifs. Donc ça, comment on s'y prend, comment on peut valoriser le patient dans ces changements et à quoi il faut faire attention justement dans cet aspect-là de valorisation. Alors, hyper important et surtout que du coup mon côté psychologie positive fait vraiment hyper attention à ça, que ce soit en consultation ou en dehors des consultes, hein, parce qu'effectivement avec des applis ou avec des échanges, on peut facilement encourager les changements et les valoriser. C'est très très important et de valoriser vraiment ce qui fait de bien, ce qui fait de bien pour lui, pour sa santé, que ce soit voilà tous les motifs qu'on avait définis auparavant. Et donc dès le bilan, finalement, on peut trouver déjà des choses positives. Ça, c'est un travail que moi j'aime bien faire et qui est très orienté psychologie positive, c'est de trouver qu'est-ce qui existe déjà de positif dans ces comportements, qu'est-ce qui existe déjà comme ressources. Ok, vous adorez cuisiner, ça va vous aider, par exemple. Hein. Ou ok, vous avez des enfants qui adorent faire du vélo, ça va peut-être vous aider si vous aussi vous aimez le vélo. Bon, c'est des trucs tout bêtes que je dis là, mais voilà. Et puis déjà aussi, il vient vous voir, donc on peut souligner. Ouais. Ça, vous êtes venu, donc c'est déjà une chose. Mm. C'est déjà une chose plutôt positive dans votre démarche, de savoir demander de l'aide. C'est déjà engageant dans la démarche de changement et de prise de soin de soi, finalement, de tout ça. Donc, on peut déjà souligner ça. Et puis, à chaque consultation, si le patient a rempli ses objectifs, l'encourager, le féliciter, mais d'une manière à faire attention à ce que ce soit pas pris pour une récompense. Donc, venant de vous, hein, en tant que thérapeute. Parce que sinon, là, on rentre dans une motivation complètement extrinsèque, c'est clair. Et puis, voilà, il faut que lui, à l'intérieur, soit fier de lui. Et pas le formuler bravo, je suis fière de vous. Non, il vaut mieux formuler le truc en disant cet objectif-là, vous en êtes où, vous avez fait quoi, etc. Il vous raconte, ok, donc vous avez fait, vous avez réussi à changer ça, et comment vous vous sentez par rapport à ça. Voilà. Et là, on a un échange et lui va pouvoir dire oui, je suis assez fière et puis je m'y attendais pas à ce que ce soit aussi facile, par exemple, ou c'était un peu plus compliqué, mais je l'ai fait, je trouve que c'était courageux, voilà. Donc c'est lui, ça c'est des mots qui sont pas faciles à prononcer, hein, parce qu'on n'a pas appris à s'encourager comme ça, mais il y en a qui arrivent à dire qu'ils sont fiers parce que c'est des gros changements en fait qu'on discute avec eux, quoi. Donc là, on peut rebondir aussi avec des mots positifs, bien sûr. Super, bravo. Donc vous avez fait ça et vous vous sentez fier, voilà. Et pas super, bravo, je suis fière de vous, parce qu'en fait, nous, ça ne regarde pas. C'est sa santé, c'est sa prise en charge, quoi.
Donc, et si les objectifs sont pas réalisés, chercher pourquoi, le rassurer, lui dire qu'il a le temps, qu'il y a pas d'urgence, et de souligner ce qu'il a déjà réussi. Voilà, et tout ce qu'il a fait, par exemple, depuis le début. Ou si c'est le début de la prise en charge, lui dire qu'il y a pas d'urgence, que c'est OK, qu'il y a aussi des phases comme l'explique le cycle de Prochaska, où est-ce qu'on en est, en fait? Si c'est une phase de réflexion, c'est OK, on va avancer juste dans la réflexion et après on passera à l'action. Voilà, mais de renforcer et de valoriser ça. Vous êtes là, en train de réfléchir avec moi, donc c'est déjà une avancée. Voilà, et de valoriser ça. Parce que s'il est venu, c'est quand même il est dedans, quoi, même s'il a rien fait. Voilà. Donc ça, c'est valorisant pour le patient et ça le rebooste, hein, c'est clair. Donc voilà, et puis moi je propose certains outils très très concrets sur la valorisation et que j'apprends notamment en formation, là, sur la formation psychologie positive et diététique. Ça s'inspire des outils de psychologie positive. Il y en a un, par exemple, que j'ai appelé les 3 choses que je fais bien, à faire 1 fois par semaine pendant le mois. Bon, bah, ça, c'est une fiche outil que je leur fais passer. Et bon, après, chacun peut se créer ses propres outils, hein, et mon suivi diète, du coup, c'est bien pour ça, parce qu'on peut tout créer, on peut tout faire passer aussi au niveau document. Enfin, c'est top, quoi. Ouais, et puis nous, du coup, sur l'application, il y a une fonctionnalité où on peut encourager le patient, et c'est tout à fait dans cet esprit-là. Alors, c'est vrai qu'il faut, et c'est important, tu le précisais, de pas tomber dans le piège de récompenser le patient, parce que c'est vrai que quand ils viennent nous voir, les patients, ils sont souvent, quand on leur parle, je parle de l'application, ils sont souvent dans cette idée où ah bah ma diète va voir mes repas, donc elle va pouvoir me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je pense que c'est important de leur expliquer que l'outil, ça va pas être un outil de contrôle, mais vraiment un outil d'observation, et que nous, on va être là pour les soutenir, pour les encourager. Et c'est pour ça aussi quand on a créé cette fonctionnalité-là, on n'a pas fait en sorte de pouvoir commenter ou liker un repas. On est vraiment dans une démarche de, bah voilà, je vais envoyer un message qui va s'afficher dans le journal de mon patient, mais c'est un message sur la journée de façon générale. Et là aussi, dans ces messages-là, eh ben, tu as raison, il faut faire attention à la formulation et de vraiment en profiter pour renforcer les comportements positifs. Moi, j'aime bien, même si c'est des choses toutes bêtes, on voit que le patient, bon, il a des difficultés, la journée s'est pas passée exactement comme il l'avait prévu, mais d'aller lui dire, mais génial, je vois que vous avez cuisiné ce soir, enfin des petites choses comme ça pour renforcer ce qui fait déjà de bien. Ça, c'est hyper motivant pour le patient. Et surtout, voilà, éviter pour le coup d'aller dire ah bah attention, vous avez fait ça, vous avez d'être dans le négatif, ou de lui parler d'une chose en particulier. Et moi, j'aime bien aussi m'en servir en proposant des exercices. Alors là, de façon collective, souvent c'est à tous mes patients. Je leur envoie un message où je les invite à utiliser l'application aussi autrement. Ça peut être, j'aime bien le 3 choses que tu fais de bien. Ça peut faire partie des exercices que je propose aussi. Citer 3 choses positives de la journée, commencer la journée en se souhaitant des choses aussi pour la journée, en se donnant des encouragements. Tu te disais, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et je trouve que l'appli, elle peut aider aussi à proposer des exercices comme ça, s'en servir vraiment comme un petit journal de bord où chaque matin, je me souhaite des choses pour ma journée. Je me félicite en fin de journée pour ce que j'ai réussi à mettre en place. Voilà, je me dis des mots bienveillants, des mots doux, et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Et je trouve que de le noter, ça participe à ce que ce soit un peu plus facile au fil des mois, quoi. C'est ça. Bon, après, il y a aussi le fait qu'il y a des difficultés qui existent, et on peut aussi aller dans l'encouragement et dans la valorisation suite à des difficultés. Donc c'est très bien s'il y a des choses qui se passent bien, de les souligner, de valoriser, etc. Mais aussi, il faut laisser la place pour s'exprimer sur des choses plus difficiles, plus désagréables, plus compliquées à mettre en place. Et là, comment on peut valoriser ça ? C'est ce qu'on appelle en psychologie positive le recadrage positif. Donc ça demande d'être un peu formé à ça et pour proposer des outils et des discussions autour de ça, mais en gros, on demande au patient de décrire sa situation difficile, et puis petit à petit, on ouvre vers cette situation, ce qu'elle a apporté en termes de connaissances sur soi, sur les autres, sur le monde, sur le fonctionnement du foyer, etc. Donc on part d'un truc plutôt désagréable, pénible et pas
qu'on peut appeler un échec, pourquoi pas, hein. Mais en termes de développement de compétences, qu'est-ce que ça a apporté? Donc ça aussi, c'est de la valorisation, en fait. Ouais. Bon, et là, il y a pas mal d'outils qui existent aussi. Moi, j'en ai un que j'ai appelé après la pluie, 3 petits points. Donc après la pluie vient le beau temps. C'est de dire bon, bah, il s'est passé ça, c'était tout pourri, Ouais. c'était pénible, c'était nul, voilà. La personne s'est sentie mal ou voilà. Bon, selon la situation, ça peut être décrit différemment. Mais qu'est-ce que ça lui a permis de faire pour répondre à cette situation? Qu'est-ce qu'elle a, à quoi elle a fait appel? Est-ce qu'elle a fait une demande de soutien, demande d'aide? Est-ce qu'elle a réagi d'une telle ou telle façon? Qu'est-ce que ça a engendré par la suite? Voilà, donc ça, et notamment, qu'est-ce que ça a apporté de positif finalement? Bon, ben ok, j'ai appris qu'en fait, quand je me mets trop de challenge, ça me bloque et j'arrive pas à avancer. Bon, bah d'accord, ok, donc ça, vous avez appris ce fonctionnement-là chez vous. On va faire avec maintenant. On va faire attention à ça, Ouais. par exemple. Et là, on valorise, on dit c'est super parce que cette expérience, elle nous a permis de mettre le doigt sur un fonctionnement hyper important chez vous. Donc, c'est quand même du positif et de la valorisation d'événements à balance plutôt négative, quoi. Ouais, c'est très intéressant. Sur l'application, on a laissé aussi, on a créé une rubrique inconfort. Et pour laisser le patient, parce que tu as raison, il y a sa rubrique positive et le but, c'est de l'encourager à aller là-dedans, mais de laisser la place aussi à ce qui est inconfortable dans la journée, qu'il puisse le noter. Souvent, les patients, ils vont pas forcément noter quand ça va pas. En général, on les voit plus trop. Moi, je les encourage vraiment à noter justement quand ça va pas, parce que comme tu le dis, ça nous donne des informations essentielles en fait sur la suite du suivi. C'est important en consultation de suivi de reprendre toutes ces informations là avec le patient et d'en faire quelque chose de positif, en tout cas d'avancer avec ça, quoi. Alors est-ce que tu nous parlais des supports que tu remets aux patients en consultation? Quel type en général de support tu remets? Est-ce que c'est des documents papier? Est-ce que c'est des audios? Alors oui, c'est vrai qu'on voulait apporter ce petit conseil en plus, en plus des 3 grands axes là, c'est effectivement de varier les supports, quoi. Ça, c'est important, et de les adapter à chaque patient. Et donc moi, ce que je fais passer à mes patients, ça dépend en fait des patients. J'ai des documents, j'ai des pistes audio, il y a des vidéos que j'ai sélectionnées aussi sur YouTube, notamment de méditation, en pleine conscience, voilà, des choses comme ça. Le suivi de photos qui peut être efficace et utile pour certains patients. Donc, enfin, des photos des repas, hein, j'entends. Ce qui est possible de faire très facilement avec mon suivi diète. Voilà, donc en fait, chaque patient va avoir son support, donc à nous d'essayer de voir lequel sera le plus pertinent pour cette personne-là. Bon, bah, il faut être nous aussi à l'aise avec ce support, évidemment, hein. Mais bon, il faut qu'on se forme, nous, je pense, en tant que professionnels, à utiliser vraiment une palette variée de supports différents pour pouvoir répondre aux patients et à leurs caractéristiques, quoi. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire passer aux patients comme outils et comme support d'outils, du coup. Et notamment, grâce à l'appli Mon Suivi Diète, c'est sûr que là, il y a une possibilité très large, quoi. Mais donc, le conseil en plus que tu nous donnes, c'est vraiment de rester aussi flexible et de s'adapter en fait à son patient. S'adapter et adapter ses outils et du coup avoir la plus large palette possible d'outils dans sa mallette pour sortir ce qui va plaire au patient aussi et ce qui va correspondre à ses attentes, ses besoins. Et ça, bon, ben après, nous, en tant que diète, on se forme, on découvre des outils, on cherche, on fouine. Je pense que on est quand même dans cette profession assez là-dedans, d'aller chercher des outils sympas, des méthodes aussi différentes. Voilà, il y a pas mal de diététiciens et diététiciennes qui sont formés à d'autres choses, que ce soit oui, en termes de méthodes thérapeutiques, il y en a qui sont formés à l'hypnose, d'autres à la méditation de pleine conscience, d'autres qui sont plus dans le côté ludique avec des jeux. Enfin voilà, chacun a aussi sa spécificité. Mais c'est vrai que on se doit un petit peu d'être assez large là-dessus pour pouvoir répondre aux patients. Bon, après, on a aussi
comme je viens de le dire, chacun sa spécificité. Donc, les patients, ils viennent aussi nous voir pour ça, en général. Par exemple, moi, c'est écrit psychologie positive sur ma plaque. Bon, ben, forcément, j'ai pas mal de patients qui ont une dynamique psychologique dans leur problème avec l'alimentation. Donc ça, c'est à chacun. Bon, bah, merci beaucoup. S'adapter. Merci beaucoup, Sophie, pour ces conseils. Je pense qu'on arrive au bout. Donc, pour rappel, les 3 stratégies qu'on a décrites, donc c'est 1, définir un schéma thérapeutique, 2, définir les objectifs thérapeutiques à chaque consultation, et puis 3, valoriser le patient et ses changements. Voilà. Donc, et puis, la petite chose qu'on voulait ajouter, c'était d'être assez varié dans ce qu'on propose en termes d'outils et de méthodes aussi. Bon, bah, merci beaucoup. On mettra les liens vers tes formations pour ceux qui veulent aller plus loin en matière de psychologie positive. Et puis, tu fais d'autres choses. Donc, on mettra toutes les infos. Et puis, bah, merci à toi d'être venu partager ça avec nous aujourd'hui. Bah, merci beaucoup. C'était un plaisir. Et puis, bonne continuation à tous dans vos pratiques. À bientôt. À bientôt.